La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Bonsoir. Bonsoir. Cheers on that. Cheers. Une petite gorgée habituelle. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en pensez-vous? L'union fait la force. Nous avons fait la version homme et là, nous avons la version femme. Donc, avec Dorothée Alexandre et Pascal Lavache comme invités. Yeah! I'm so happy. Comment ça va, mesdames? Ça va très bien. Merci. Tout d'abord, je vous dis merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Puis d'ailleurs, je vais vous laisser quelques minutes pour parler un peu de vos occupations, puis aussi où est-ce qu'on peut vous rejoindre dans les réseaux sociaux. Comme je disais tantôt, offline. Je disais comme ça qu'on vous connaît déjà, la communauté, comme vous êtes déjà très présente, vous faites des choses pour la communauté, vous êtes visible, vous êtes là. Donc, Dorothée Alexandre, parle-nous un peu de toi. Alors, bonjour. Merci à vous, mesdames, de m'avoir invitée. Puis, Pascal, je suis très contente de te retrouver à cette émission. Alors, oui, Dorothée Alexandre, je dirais que dans le haut de ma biographie, la première phrase, je dis « Je suis une personne qui aime les gens, mais surtout qui aime créer des ponts entre des gens de différents horizons. » Donc, qui je suis une entrepreneure en communication depuis 4 ans. Mais avant, j'ai été journaliste pendant 7 ans au sein du groupe TVA. Donc, j'ai travaillé avec les chefs d'antenne, Salut Bonjour, Mario Dumont, Pierre Bruno, etc. Et ça a été pour moi une école de vie parce que ça m'a permis de découvrir l'art de la communication, mais surtout de comprendre l'industrie médiatique au Québec. En tant qu'entrepreneur aujourd'hui, j'anime énormément d'événements. C'est pour ça que j'aime voir vos projets et de voir à quel point que vous embrassez cet art de la communication. Donc, j'anime des tables rondes de discussion, des colloques, des forums, des galas. Je produis également du contenu numérique. Donc, dans ce cadre-là, ça peut être des web documentaires, ça peut être des téléséries. Je ne sais pas si vous avez vu la série Briser le code avec Fabrice Ville. Oui. Donc, c'est derrière ça. Oui, c'est dans tout le volet web, j'étais la productrice de contenu. Donc, les 10 capsules, le podcast, donc de travailler de pair avec toute l'équipe créative. Donc, ça, je fais ça également. Puis, d'un point de vue gouvernance, donc, je suis très impliquée au niveau politique non partisane. Ce que ça signifie, c'est que je suis la présidente du Conseil des Montréalaises. Donc, à ce titre-là, on est une équipe de 15 femmes bénévoles et on fait des recommandations à la mairesse, aux élus, aux fonctionnaires en matière d'égalité puis de conditions féminines. Fait que rapidement, qu'est-ce que ça signifie? C'est que la Ville de Montréal fait des politiques publiques, etc. Puis c'est de s'assurer comment est-ce que toutes les femmes peuvent être représentées d'une certaine façon. Donc, on fait des mémoires, des études, des avis avec de la recherche, puis on soumet ça au conseil municipal de la Ville. Donc, ça me permet de rencontrer les élus et surtout d'essayer de faire avancer la cause en même temps que les femmes avec lesquelles je travaille. Puis finalement, je suis une mentor, je suis une femme qui aime la vie, donc j'aime voir les femmes avancer. Donc, je travaille sur plusieurs projets où est-ce que je mentore des jeunes femmes et des jeunes entre 18 et 35 ans. Fait que ça fait un pont grosso modo de tout ce que je fais. Un bon résumé, un bon CV curriculum vitae. Merci. Et toi, Pascal Lavache? Yeah! Je vais aller un peu différemment. Je vais faire je vais me présenter de façon chronologique. Ça va peut-être expliquer un peu plus mon parcours, puis ce que je fais, comment ils sont reliés l'un avec l'autre. En fait, comme je disais tout à l'heure, ça fait 5 ans en fait que j'ai commencé en tant que mannequin. Donc, j'ai signé avec une agence qui s'appelle Folio. Et ça a été le début pour moi de toutes les autres initiatives que j'ai mises en place. Donc, en tant que mannequin, je travaille encore, j'ai encore des contrats. Évidemment, présentement, tout est arrêté. Le fait d'être mannequin, ça m'a donné l'envie de partir un blog. J'ai commencé à bloguer toute seule. Pour moi, c'était une question de créer un environnement où je peux parler des histoires des jeunes femmes. Et donc, à travers ce blog-là, j'ai commencé mon blog avec Look du jour. Et donc, à chaque mois, j'ai un blog qui sort. J'ai l'opportunité de non seulement raconter mon histoire, l'histoire de d'autres personnes. Et ça m'a ouvert la conversation avec le groupe Équilibre. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Équilibre, qui
qui met vraiment l'emphase sur le fait d'être en équilibre avec son corps et l'image corporelle qui est mise de l'avant justement dans les médias. Donc, je fais partie de l'association Équilibre et on a tout plein d'initiatives qui sont mises en place. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent justement pour parler de l'impact des médias sociaux ou comment est-ce que le corps peut justement avoir un impact soit négatif ou positif sur l'estime de soi, surtout des jeunes femmes. Donc, je participe à des conversations avec les jeunes femmes aussi pour travailler sur leur estime de soi. Et j'ai dernièrement, ça fait environ 1 an et presque et demi, maintenant j'ai une plateforme offline avec Pascal où on parle de différents sujets. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et pour moi, c'est vraiment une belle opportunité de parler des sujets qui nous touchent, qui sont peut-être un peu plus proches de notre communauté, mais vraiment, c'est une belle opportunité, mais c'est vraiment un nouveau parcours pour moi. Et donc, voilà. Pour l'instant, c'est ça. Bravo pour votre parcours, vous êtes très inspirante. Femme inspirante, oui. Puis, en parlant de tout ça, on parlait un peu de, là, vous avez fait un peu de médias, Dorothée, toi aussi, Pascal, tu es dans les médias. Si j'ai une question à propos de la représentation de la communauté présentement, là, dans les médias, vous voyez un peu comment ils parlent des résidents de Montréal-Nord, de Saint-Michel, de Pineuve. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On va commencer avec toi, Pascal. Bon, tu sais, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, OK? Je pense que c'est important que je le mentionne. J'ai grandi à Montréal-Nord et c'était tellement des belles années. Le souvenir que j'en ai, c'est un souvenir d'une jeune fille qui marchait dans la rue, qui jouait dans la rue, qui a une belle expérience, vraiment, de beaux souvenirs, vraiment joyeux. Et le Montréal-Nord qui est dépeint dans les médias, c'est pas celui que moi je connais ou dans lequel j'ai grandi. Et je trouve ça dommage parce que, puis je suis persuadée que Dorothée, tu vas pouvoir en dire un peu plus, mais les médias vont présenter ce qu'ils veulent présenter. Hein? Je veux dire, les médias, ça reste quand même une plateforme où les gens, ils veulent attirer le regard des gens et garder le regard des gens. Et donc, des images sensationnelles ou des histoires à sensation, c'est ce qui fait en sorte que les gens continuent d'écouter. Et l'histoire banale de la petite fille qui se promène dans la rue sans qu'il y ait aucune crainte, sans qu'il n'y ait aucune gang de rue, en fait, cette histoire-là n'est pas racontée et c'est probablement l'histoire de la majorité des gens qui ont grandi ou qui vivent présentement à Montréal-Nord et c'est dommage. Donc, est-ce qu'il y a une situation qui existe présentement? Absolument. Est-ce qu'elle est racontée de la façon que nous, on la connaît? Pas du tout. C'est ça qui est différent. Et s'il y avait une plus grande représentativité de gens qui nous ressemblent dans les médias, à ce moment-là, je pense que la vraie histoire, elle aurait été racontée ou il y aurait peut-être eu une hésitation de leur part de parler de sujets dans un angle qui leur convient ou dans un angle qui fait en sorte que ça crée justement un effet de sensation. Puis ça, pour moi, c'est ça qui me dérange. Ouais, moi, pour faire suite à ce que tu viens de dire, Pascal, je vais prendre l'angle de la personne qui travaille à l'intérieur des médias. Donc, il y a plusieurs contextes qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la salle de nouvelles, ça va hyper vite. Donc, quand ça va hyper vite, on prend des raccourcis. On va à la nouvelle, puis on essaie de prendre aussi des gens qui sont habitués de commenter la nouvelle pour pouvoir atterrir à informer. Ceci étant dit, quand on regarde la représentativité des communautés noires ou racisées ou autochtones au Québec, un des grands enjeux qu'il y a, c'est comme si, je pourrais dire, c'est comme tu marches puis tu as des œillères. Donc, en tant qu'être humain, on a une vision périphérique. Et cette vision périphérique-là, comment peut-on l'atteindre dans nos médias? C'est en ayant des équipes diversifiées en arrière. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, tu as beau vouloir faire tous les efforts du monde, si tu n'as pas le temps et que tu n'as pas la volonté et l'ouverture d'esprit pour aller chercher ce que tu as dans ton angle mort, comme qu'on conduit, ça t'empêche d'emmener la nouvelle plus loin. Donc, moi, personnellement, je suis une fille qui réside qui a habité toute ma vie à Rivière-des-Prairies. J'ai habité 7 ans dans Villeray. Maintenant, ma famille et moi, on a acheté dans Montréal-Nord. Et pour nous, c'est un choix politique qu'on a fait en disant on choisit Montréal-Nord pour se rapprocher de nos parents. Mais c'est pour se dire aussi, ce Montréal-Nord-là n'est pas le Montréal-Nord que je vois. Donc, tu sais, quand je vous dis que je vous parle de l'interne, c'est que moi, maintenant, je suis consultante depuis 2 ans et demi pour Radio-Canada.
en matière de diversité. Donc, je travaille avec la direction, je travaille avec les gestionnaires parce que Radio-Canada a compris qu'un des problèmes, une des réalités pour représenter le Canada de demain, il faut être en arrière. Il faut avoir des créateurs de la diversité, il faut avoir des journalistes de la diversité autochtone, il faut avoir des gens qui vont apporter un narratif authentique devant la caméra, mais derrière la caméra. Donc, qu'est-ce qui explique que 30 ans plus tard, après que nos parents soient arrivés, qu'on se ramasse avec des nouvelles ou avec des émissions qui ne sont pas aussi représentatives qu'il le faut, mais c'est parce qu'il manque des gens en arrière. Et ceci étant dit, il y a des médias qui commencent à faire des efforts, puis on le voit. Puis il faut aussi que les producteurs et productrices indépendants et indépendantes fassent le pari de nouvelles voix. Il faut qu'ils prennent ce qu'on appelle des risques. Parce qu'à un moment donné, quand tu es habitué de toujours raconter les mêmes histoires, c'est facile. Mais à un moment donné, il faut dire, tu sais quoi, je prends le pari sur cette personne-là. Et souvent, les plus grands talents ou les plus grands projets, les plus grands succès, c'est lorsque tu es sorti de ta zone de confort. En effet. En effet, et puis je pense que j'espère que dans les prochaines années, il va y avoir un changement. Pourquoi? Parce que comme toutes les grandes entreprises, puis moi, à une certaine période, il n'y a pas trop longtemps, j'étais la personne en charge là où je travaillais, de la diversité et de l'inclusion. Et donc, comme toutes les entreprises sont en train de se réveiller par rapport à, justement, il faudrait peut-être avoir un peu plus de diversité, parce que c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat, qui ne consomment pas chez moi, ils vont consommer ailleurs. Et donc, j'ai travaillé il y a quelques années chez Vidéotron, puis mais toutes les compagnies de télécom vivent la même chose, c'est-à-dire des clients qui partent de leur compagnie pour aller vers les plateformes numériques telles que Netflix et compagnie. Donc, ils sont en train de se réveiller pour dire, OK, ben c'est pas que je perds un client pour aller chez le compétiteur. Maintenant, mon compétiteur, c'est l'Internet, tout simplement. Les gens consomment. Les gens n'ont pas arrêté de consommer. Ils ont juste changé la façon de consommer. Et donc, je pense qu'éventuellement, en allant chercher des nouveaux marchés, ils vont être obligés de s'ouvrir à un marché qui a toujours été présent, mais qui n'avait jamais été justement représenté. Et comme on n'est pas représenté, ben on va aller voir où est-ce qu'on est représenté un peu mieux. Et je pense que ça va faire en sorte que les choses vont changer. Mais dans tout ça, avec ces changements-là, moi, je pense qu'avant même que ces changements-là arrivent, la belle chose qui est en train de se passer, c'est que nous-mêmes, on décide de créer nos propres plateformes. Et donc, après, ça va être très difficile pour eux autres de faire en sorte aller chercher cet auditeur-là qui est déjà accroché à une autre plateforme pour les rapatrier vers eux. Donc, je ne sais pas s'il va être trop tard, mais je trouve que c'est bien pour nous, par contre, qu'on se soit réveillé, puis avec les réseaux sociaux, avec les plateformes qui existent, ben, on peut se créer nos propres plateformes et avoir notre propre contenu. Exactement. Est-ce que tu trouves, ou c'est aussi, Dorothée, tu peux répondre à la question, qu'on est trop séparés, même dans le web? Tu sais, on a des différents shows un peu partout. Oui. Fait que là, tu sais, je prends par exemple, moi, des fois, j'écoute un show, après ça, je m'en vais dans l'autre, mais c'est tous des gens de la communauté. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être penser à se mettre comme une sorte de TVA? Tu sais, LCN, c'est vraiment une chaîne pour nous. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être mettre dans un futur comme projet? Vas-y, Dorothée. Oui, ben, ce que j'allais dire, je pense que toutes ces réponses sont bonnes. Ce que ça signifie, c'est que chaque personne doit d'une certaine façon bâtir sa propre expérience pour être en mesure de faire des essais et des erreurs. Si j'avais pas, moi, comme vous, j'ai animé une émission de radio live pendant 4 ans, de 2010 à 2014. Comme je vous dis, ça, c'était bénévole, bien sûr, parce que ce que vous faites, c'est bénévole. J'étais à voterhaïtien.com pendant quelques mois, etc. Puis j'ai lancé une plateforme web également qui s'appelait Sans mots, justement, qui parlait des enjeux féministes. Puis si j'avais pas fait ces projets-là, mais j'aurais pas développé ce côté-là de porter tous les chapeaux. Donc, je pense que c'est important que les gens lancent leurs projets parce qu'après, tu découvres aussi ce que tu préfères, tu découvres tes habiletés, tu découvres tes talents. Ceci étant dit, je crois en effet, comme le titre de l'émission, que l'union fait la force. C'est de se dire comment est-ce que, that being said, qu'on fait nos projets, mais est-ce qu'on peut canaliser
nos efforts de façon commune, mais ça, ce que ça prend de l'expertise, ça prend de l'expérience, ça prend des ressources financières, ça prend des ressources humaines. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ça prend qu'on s'organise. Et ça prend aussi qu'il y ait juste un ou une chef. Parce qu'un autre enjeu, c'est que, ça c'est pas juste la communauté haïtienne, la communauté noire, beaucoup de gens veulent être chefs, tu sais, pas beaucoup de gens veulent être les leaders, mais ils veulent pas suivre nécessairement. Puis on sait que les meilleurs leaders sont les gens qui suivent, entre autres. Donc, pour moi, je pense que c'est ça l'enjeu, parce qu'il y a des télévisions qui se mettent en place, comme Natif TV, je veux dire, c'est une télévision qui est faite pour les personnes racisées, beaucoup. Donc, les initiatives sont là, mais j'ai juste l'impression qu'elles n'ont pas toute la visibilité, le rayonnement comme un BET. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est le contexte québécois. C'est-à-dire qu'on n'a pas cet historique de succès black, on n'a pas un historique à la Motown, on n'a pas un historique à la Michael Jackson, à la BET, qui fait qu'on ne donne pas tout le respect aux plateformes qui sont créées par nos communautés. Parce que moi, je l'ai vu, quand j'ai travaillé dans mes projets, les gens me disaient « Ah, bravo, c'est beau, c'est beau ». Mais si j'avais commencé à faire un téléthon, je ne sais pas si j'aurais eu de l'argent. Peut-être que oui. Attends. Pour de vrai, c'est tellement top. Des fois, tu vois, puis par rapport à ce que Dorothée dit, c'est tellement vrai. Il y en a plein qui sont là pour l'encouragement. C'est correct de le dire. C'est correct, la parole, c'est ben correct, la parole. On veut l'action. C'est là-dessus, c'est vraiment difficile. C'est top d'avoir le même encouragement. On l'a pas en action. C'est ça qui est plate aussi. Ben, non? En fait, je pense que oui, ouais. En fait, c'est pas simple, c'est pas simple. J'ai toute l'émotion qui paraît sur mon visage. En fait, puis tu sais, Dorothy, je pense que tu l'as tellement bien résumé. Puis il faut des gens en avant, il faut des gens qui sont à l'aise d'être en avant pour créer. Et il faut avoir des Indiens aussi qui sont en arrière pour faire avancer le projet. Puis j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, je fais de la radio aussi à chaque samedi avec Chad à CIBL. Mais pourquoi je le mentionne, c'est vraiment pourquoi je me suis souvenue, j'avais oublié, mais pourquoi je m'en suis souvenue plus précisément, c'est parce que oui, je fais mon show, puis j'ai ma plateforme que j'ai créée, j'ai mon équipe qui me suit, mais je suis très à l'aise d'être juste la collaboratrice dans l'émission de Chad. L'émission de Chad, je suis très fière de faire partie de son émission parce que pour moi, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, qui m'accompagne, qui me donne des conseils. C'est un mentor, justement, qui me conseille. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, Dorothy, toi, tu as eu une expérience, tu es allé chercher cette expérience-là pour parfaire justement ton art. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi à travers justement les différentes plateformes dans lesquelles je suis en train de naviguer, c'est de me donner la chance de parfaire mon art, que ce soit au niveau de l'écriture en tant que blogueuse ou que ce soit à la radio. Et ensuite, à travers ma plateforme que j'ai créée, puis de trouver à travers tout ça, ben, ce dans quoi je suis la meilleure. Ou bien juste, peut-être ça peut être les trois, mais me donner la chance d'essayer puis de me tromper aussi, mais de me donner la chance de me développer, en fait. Mais une chose que je veux dire, c'est que c'est plus maintenant, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est vraiment maintenant qu'on voit des gens comme vous et moi qui se lancent là-dedans. Peut-être qu'à quelque part, étant plus jeune, puis Dorothy, tu l'as dit tout à l'heure, étant plus jeune, on n'était peut-être pas encouragé à aller vers ces voies-là non plus. Je pense que c'est important de le mentionner. On n'avait pas nécessairement le support qui aurait été idéal pour se lancer dans ce genre de domaine-là non traditionnel. Et donc, c'est peut-être que ça a fait en sorte qu'on a pris du retard aussi. Ça a l'impact que ça a. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ce que tu dis, Pascal, et ça vient tellement me chercher parce que c'est tellement vrai. Ça me fait penser exactement que je me rappelle, tu sais, au secondaire 4, tout ça, qu'on devait faire notre choix pour aller au collège, genre dans quoi t'étudier. Je me rappelle, je voulais étudier en journalisme. OK? Il me semble que quand je l'ai dit, pourquoi? Mais non, tu fais pas de cop, pas d'argent. Là, je suis comme, mais il me semble que j'aime communiquer, j'aime le monde. Il me semble que je me verrais bien, puis je m'en vais chercher l'expérience, l'expertise. Il me semble que je me verrais bien là,
c'est la noire, tu comprends, qui parle, on m'a step back tout de suite. On m'a dit, non, On a brisé ton rêve. Puis regarde, tu comprends, j'ai comme 10, 12 ans plus tard. Ça te rattrape. Ça t'a rattrapé. Non, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est tellement vrai. Puis c'est maintenant que tant qu'à retourner à l'école pour parfaire en administration, whatever, non, je veux parfaire ma communication, bref, tout ce qui est production ou contenu, bref, c'est là-dedans que je veux mettre mon temps, mon argent, mon énergie. Parce que c'est là-dedans que je vois que, OK, à the end of the day, ma première passion, ça revient à la communication, mais quel type de communication? Tu comprends ce que je veux dire? Surtout qu'à être un travail social ou administration, non. Je pense que c'est plus par rapport, tu sais, divulguer des informations ou partager. C'est ce que je veux dire aussi, entre autres, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Ouais. En faisant ce qu'on fait maintenant, le mouvement est plus grand, on le voit. Et ça va aider les futures générations à venir, les petites filles qui nous regardent, les ados qui nous regardent, qui disent hey, moi aussi je veux le faire, moi aussi je suis capable. Puis plus on avance dans le temps, plus on voit que la technologie avance aussi. Fait que ça va être encore plus facile pour eux. Maintenant, si on veut enregistrer une émission, notre iPhone fait l'affaire, là, ou notre Galaxy fait l'affaire. Hein? Back in the days, il fallait la grosse caméra comme ça, puis OK, let's go, puis tu sais pas combien ça peut te coûter. Maintenant, tu as ton petit iPhone avec ton petit contrat de 2 ans, tu filmes ton émission. C'est comme ça que j'ai commencé la table des femmes, dans un appartement, sur des chaises en bois, avec un Samsung qui était sur un trépied. Et voilà. Fait, les opportunités sont grandes. Fait, il faut jamais dire, c'est jamais trop tard. Des fois, c'était le temps. Puis je pense que maintenant, on est en train d'impacter puis changer les choses. Fait c'est important qu'on continue ce mouvement-là. Oui, puis je suis à 100% d'accord. Une chose que j'aimerais ajouter, cependant, c'est que il faut être patient aussi. Hein? C'est pas... Il ne faut pas penser que, OK, je fais ça pendant 1 an, puis les portes vont s'ouvrir. Il faut surtout être à l'écoute des critiques. Parce que une chose est sûre, c'est que moi, je sais, puis j'en ai tellement à apprendre, mais j'ai la chance d'être tellement bien entourée que quand je suis pas bonne, ben on me le dit. Puis moi, j'écoute. Et j'écoute et quand j'écris un article qui est plus ou moins, bon, on me le dit. Quand il est bon, on me le dit aussi. Et puis, je me relis, je me réécoute pour essayer de voir qu'est-ce que les gens voulaient dire. Puis même moi, être autocritique pour s'améliorer. Tu sais, il faut, oui, aller chercher un diplôme. Je pense que c'est toujours bénéfique. Maintenant, de faire ces classes de façon pratique, de cette manière-là, c'est autant bénéfique si ça n'est pas plus. On apprend tellement, mais je pense que le fait, pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas trop de plateformes, puis est-ce qu'on ne devrait pas tous se souder ensemble, comme le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'union fait la force? Bien, je pense que oui, il faudrait éventuellement, je pense que en fait, pour avoir participé à différentes conversations avec différentes personnes, il y en a plusieurs qui disent la même chose, justement, on devrait tous se mettre ensemble, il y a telle chose. OK. De l'autre côté, il faut qu'on ait une vision d'ensemble qui fait qu'on avance dans la même direction. C'est quoi notre vision? C'est quoi qu'on veut faire? Et on est très jeunes là-dedans, tout ça aussi. Puis, tout le monde étant très jeune là-dedans, tout le monde n'apporte pas le même niveau d'expérience non plus. Donc, je pense qu'il faut qu'on se doit d'être patient en tant que communauté. Je pense que c'est en train de se réaliser. Mais de l'autre côté, c'est aussi important de réaliser quelque chose de bien solide, bien monté, bien bâti, pour faire en sorte que la prochaine génération vont être capables de nous regarder comme ton fils, tu disais tout à l'heure, Jordana, te regarde. Comme mon fils me regarde, je veux qu'il soit fier de ce que je suis en train de produire. Exactement. Puis d'être organisé, puis d'être capable d'accepter son rôle, d'être capable de dire, OK, comme tu as dit tantôt, là, quand j'étais avec Chad, je suis co-animatrice, puis ça me va. Il ne faut pas se dire, ben là, moi, j'ai essayé d'être animatrice, là, puis essayer de prendre en vedette et tout ça. C'est plate à dire, mais c'est ce qu'on dit tout le temps dans la communauté. On a ce mauvais, comme côté de « Oh non, moi, je veux tout avoir ». Il faut être humble et il faut être capable d'accepter « OK, aujourd'hui, je suis la co-animatrice. Demain, je suis l'animatrice. Peut-être l'autre jour, je suis la productrice. Dans cette affaire-là, je suis la rédactrice. » D'être capable de respecter le rôle qu'on nous donne parce qu'il voit que tu as le potentiel pour ce rôle-là et de l'exploiter puis d'évoluer dedans. Je trouve que c'est important. Tant qu'on reste dans notre rôle et qu'on essaie de l'améliorer, on va arriver à tout.
Puis là, on pourra former une organisation au lieu d'essayer de monter l'un sur l'autre comme ça. Oh, c'est moi qui dois être le boss. Oh non, c'est toi. Oh non, c'est moi. Oh non, c'est toi. Oh non, c'est... Comme ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'on l'accepte. Puis reconnaître le talent des autres. Reconnaître et apprécier le talent des autres. Tout à fait. Wow. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Tu sais, ce que tu viens de dire, Jordana, c'est tellement ça. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui semblent oublier que le propriétaire des Lakers faisait plus d'argent que Michael Jordan. Tu sais, à la fin de la journée, tu sais, quand on parlait devant la caméra puis derrière la caméra, les gens qui prennent les décisions sont derrière la caméra. Tu sais, si on prend Radio-Canada, c'est pas Guy Lepage qui prend les décisions, c'est les gens qui sont à Radio-Canada qui sont à la tête du secteur variété, etc. Donc, je pense, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, puis à l'école, il y a des métiers qui existent qu'on ne sait même pas qui existent. Fait que ça commence par là, parce que tu as le journaliste. Mais avant d'être Sophie Thibault ou Pierre Bruno ou Anne-Marie Dussault, ben, il faut que tu saches rédiger un article. Quand tu sais rédiger un article, après, il faut que tu saches être chef de pupitre pour savoir écrire le bulletin de nouvelles que Sophie Thibault va lire. Parce que il y a peu d'élus, je veux dire, tout le monde veut être Sophie Thibault, mais il n'y en aura pas beaucoup, ils sont là pour rester. Pierre Bruno, ça fait 40 ans qu'il est là. Oui. On l'aime, puis le Québec l'aime, il va rester là. Puis moi, tu sais, je vais vous partager une expérience. Quand j'étais à TVA, moi, je n'ai pas étudié en communication. Fait que quand je suis rentrée, c'était sur la base vraiment du bénévolat, puis de mes démos, puis de ma volonté. Ben, j'ai pris tous mes articles que j'avais écrits de rédaction, puis j'ai été voir un vétéran qui écrivait les bulletins de nouvelles pour Pierre Bruno. J'ai donné ma pile, j'ai dit, tu sais, peux-tu, Serge, peux-tu, puis je le remercie, Serge Lehoux. J'ai dit, peux-tu regarder ça pour moi, mais il me corrigeait. Il m'a baragouiné ça en rouge, il m'a corrigé. Puis là, j'étais traumatisée, j'étais comme, oh my God, I am so bad, comme, je suis vraiment pas bonne. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a été voir les patrons. Il a dit, voyez, cette fille-là, il faut la surveiller. Parce qu'elle a été assez humble pour me demander de corriger ces choses. Puis là, il a été voir les patrons, puis là, c'est comme ça que... Puis je suis restée 7 ans, finalement. Donc, il a parlé pour moi. Puis nous, en tant que femmes, on est rendu à des points où est-ce qu'on peut être des sponsors ou des mentors. Fait que la différence entre un mentor, c'est quelqu'un qui te donne juste des conseils, mais un sponsor, c'est quelqu'un qui va parler en ton nom. Fait que moi, quand je parle en ton nom à mes clients, ben ton client est rendu Radio-Canada, ton client est rendu XY. Donc, ce qu'on doit faire avec nos jeunes à l'école, c'est justement ça. Nous, on a une expérience. Toi, tu es à Folio, Pascal. Fait est-ce qu'il y a des jeunes femmes qui veulent devenir mannequin juste pour être mannequin? Puis, je ne veux pas dénigrer le rôle de mannequin, mais c'est de dire qu'il y a plus qu'être mannequin. Être mannequin, c'est une fonction, c'est une profession. Tu as des responsabilités. Quelles sont les responsabilités qui viennent avec cela? Donc, nous, comme jeunes femmes, mais qui avons un peu plus de sagesse, je vais dire ça de même, que les jeunes au secondaire puis au cégep. Mais il faut qu'on ait cette capacité-là de leur dire, voici, tu as un rêve, tu as une vision, je suis prête à t'accompagner, un peu comme Chad fait, mais il faut que tu travailles, il faut que tu sois patiente ou patient. Puis tu sais, je pourrais terminer ce point-là en disant que la démocratisation des médias sociaux a aidé des gens comme vous et moi. Moi, je veux dire, mes parents n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas d'argent. Ça veut dire que je ne pouvais pas juste me pointer à quelque part puis de dire, tu sais quoi, maman, j'ai besoin d'une job puis qu'on m'embauche, malgré toute la volonté de ma mère. Mais ceci étant dit, mais les réseaux sociaux nous permettent de nous faire connaître. Puis moi, c'est comme ça que j'ai forgé mon parcours grâce aux médias sociaux. Donc, il y a eu un petit problème technique, mais avec Hydro-Québec, on précise. Donc, Pascal est avec nous. On va l'entendre, on entend sa voix, on ne la voit pas, mais on voit sa magnifique photo, qu'elle est magnifique de toute façon. Donc, merci Pascal, parce que bon, on aurait pu arrêter carrément le show, mais tu es resté quand même avec nous. Regarde, c'est pas ta faute, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais oui. Pas vite, on s'est plus. She were born with it. Oui, par rapport à tout ce qu'on a dit tantôt, on a parlé en tant que personne, Dorothy, tu as parlé en tant que personne de l'interne, parce que justement, il manquait de la créativité d'eux. Et Pascal a parlé de la personne en tant qu'externe aussi, qui manquait aussi des personnes aussi qui voulaient parler d'eux. Qu'est-ce qui nous manque pour nous faire comprendre, nous faire respecter ou faire comprendre notre réalité? Parce qu'habituellement, on s'entraide dans les moments difficiles. Puis on a quand même une très bonne solidarité. Alors, comment on peut, comme on dit l'émission, l'union fait la force. Comment on peut
s'unir pour être encore plus fort. C'est ça. Faire comprendre le monde notre réalité, puis d'être un peu respecté. Parce que j'ai comme l'impression que des fois, la communauté, on est comme, ils nous laissent de côté ou comme qu'ils nous montrent un peu dans les médias, regardez Montréal-Nord. Qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, je pense qu'il faut faire exactement, entre autres, les choses que l'on a commencé à faire, c'est-à-dire de lancer nos plateformes, de lancer nos initiatives, de s'encourager mutuellement. Je pense aussi qu'il faille s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour nous aider à devenir plus forts. C'est-à-dire, on n'a pas à réinventer la roue. Qu'on aille au sud de la frontière ou qu'on aille en Europe ou qu'on aille surtout en Afrique, il y a des choses merveilleuses qui se font en termes de créativité puis en termes de mobilisation. Je veux dire, quand on pense aux transferts d'argent qui se font sur cellulaire, là, je veux dire, ceux qui remportent la palme, c'est les startups en Afrique. Parce qu'en Afrique, puis là, les gens vont dire que c'est un pays, certaines personnes vont dire que c'est un pays, donc en Afrique, donc dans beaucoup de pays du continent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de... Je veux dire, ces gens-là n'ont pas de carte bancaire. Ils n'ont pas leur 4519, là, carte guichet de la Banque Royale. Donc, comment est-ce qu'ils font pour consommer? Comment est-ce qu'ils font justement pour partager de l'argent à leur famille? C'est grâce à Internet, puis c'est grâce à ces fameuses applications que quand on est rendu en Occident, on dit « Wow, ça révolutionne le monde ». Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir ce que nos frères et sœurs font également sur le continent africain pour pouvoir s'en inspirer, créer des maillages. Puis moi, je dis, on vit à l'ère de la mondialisation. Tout à l'heure, Pascal l'a très bien dit, on n'a pas besoin de se rester confiné au Québec. Il y a le Canada, je veux dire, il y a les communautés noires pan-canadiennes, donc il y en a en Nouveau-Brunswick, il y en a dans l'Ouest également. On a nos communautés autochtones, je veux dire, je pense aussi que c'est hyper, hyper important de se rallier en tant que communauté qui avons vécu des luttes qui sont déchirantes. Je veux dire, on parle de génocide des peuples autochtones, on parle de l'esclavage, c'est-à-dire qu'on a un bâti dans notre héritage qui se ressemble. Donc, pourquoi est-ce que les personnes autochtones et les communautés noires et racisées, on ne se met pas ensemble pour travailler? On n'est pas obligé de rester dans nos communautés. Fait que je dirais que ça, c'est un point de vue. Puis peut-être un dernier point de vue que je pourrais donner, c'est qu'on doit se faire confiance. Puis aussi, il faut qu'on s'organise, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on ait de l'expérience, de l'expertise, il faut qu'on aille chercher ces ressources financières, mais on doit comprendre le système. Parce que si tu ne comprends pas le système, si tu veux faire de la télé, puis tu n'as aucune idée c'est quoi les postes qui en télé, tu n'as aucune idée c'est quoi le modèle de subvention canadien, tu ne sais pas comment que ça fonctionne, how can you expect to be on top of your game? Tu peux pas, il faut que ta compétitivité, puis ça, c'est pas moi qui le disais, c'est France 7,5 du 37-37, il dit, tu dois te mettre un niveau de compétitivité internationale. Fait que tu te chicanes. Moi, là, ça me fait tomber des nues quand je vois des gens de nos communautés, de notre communauté, mais de toutes les communautés, même parmi les Blancs, qui copient l'idée de l'autre. Je suis comme, are you serious? Comme, ta compétition, c'est le Chinois qui est en Chine. C'est lui ta compétition. C'est pas la fille qui est de l'autre côté de ta rue, là. Quand tu commences à penser à cette vision-là, you stay in your lane. Alors, pour conclure, je pourrais dire que moi, ça m'ébahit à toutes les fois lorsque je vois des gens qui copient des idées de la personne à gauche ou de la personne à droite. Puis, je pense qu'il faut faire attention aussi quand on parle puis quand on critique nos communautés, parce qu'on critique la communauté qu'on connaît. Mais une fois qu'on sort, les autres communautés vont critiquer leur même communauté de la même façon. Puis les communautés afro-canadiennes françaises, là, donc les Blancs, ils vont se critiquer entre eux. Ils lavent leur linge sale entre eux également. Fait que je pense que ça aussi, il faut faire attention. Mais tout ça pour dire que ta compétition, ce n'est pas le gars ou la fille ou la personne non-binaire qui est en face de toi. C'est le Chinois qui est en Chine. C'est le Suédois qui est dans son pays. C'est la personne qui est dans le fin fond du Sénégal qui est en train de développer l'application. Tu es supposé d'avoir une certaine vision qui t'emmène plus loin. Et à partir du moment que ta vision elle est plus grande que toi, ben, ce que l'autre fait à gauche, à droite, ça ne devient pas quelque chose qui t'intimide. Au contraire, soit tu t'en inspires ou soit tu dis, mais it's not in my lane, puis c'est correct, tu continues. Donc, moi, je dirais que de mon côté, c'est ce qui fait que peu importe ce que les gens font à côté de moi, je suis toujours 10 steps en avant. Fait que quand tu penses que tu es en train de copier ce que je fais maintenant, mon cerveau puis mes actions sont déjà à la puissance 1000 devant dans ce que je veux réaliser. Fait que ça sert à rien. Et toi, Pascal, on va te remettre dans le flow. Oui, c'est ça. On parlait justement de
de la solidarité et est-ce que c'est plus qu'important maintenant? Puis, l'entraide, on voit au niveau de la communauté que même si on s'entraide, il y a quand même on a la difficulté à se faire voir ou à se faire respecter ou à se faire comprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce volet-là, pour qu'on soit vu justement? Mais justement, moi, je pense que, premièrement, Dorothy a tellement tout dit. Une chose que je trouve extraordinaire dans le malheur qu'on est en train de vivre présentement, c'est cette solidarité que je ressens, justement. Je la vois, je la ressens. J'ai fait une découverte présentement dans cette période de confinement. J'ai fait la découverte de tellement d'entrepreneurs ou de différentes personnes qui ont différentes plateformes qui sont vraiment extraordinaires. Puis je me dis, mais comment ça se fait que je ne les connaissais pas? Donc, ça ouvre ça nous a ouvert justement à découvrir des nouvelles personnes. Donc, la seule chose que je nous souhaite, c'est que ça continue, que ce soit pas juste de passage parce qu'on vit une situation extraordinaire, mais que ces découvertes-là continuent d'arriver, et je pense que ça va continuer parce qu'il y a eu une prise de conscience. Tu sais, la conversation qu'on est en train d'avoir présentement, je l'ai à différents niveaux, mais avec différentes personnes. Et je pense que cette prise de conscience-là, on est en train de l'avoir de façon globale dans notre petite communauté. Et c'est sûr qu'on regarde ce qui se fait ailleurs, puis on est conscient de ce qu'on a peut-être fait moins bien ici, ou pas moins bien, mais qu'on devrait continuer à faire d'une meilleure façon pour continuer d'avancer, puis continuer de progresser, de continuer de grandir. Puis faire en sorte qu'on encourage vraiment nos entrepreneurs. Puis c'est eux autres vraiment la voie de l'avenir. C'est si on veut. Puis c'est même pas seulement notre communauté. Hein. Je veux dire, Legault, il le dit, Trudeau, il le dit. Vraiment, mettre la clé, c'est vraiment les entrepreneurs, mais c'est la même chose pour nous aussi. Donc, je pense que c'est en train de changer. Puis la situation qu'on vit présentement a ouvert les yeux à tout le monde. On ne pourra plus regarder le monde ou vivre dans un monde comme il était avant. Et je pense que ça va faire en sorte qu'on va vraiment facilement, j'espère, s'adapter à cette nouvelle réalité et continuer de grandir. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour conclure, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à nos frères, nos sœurs, les gens de la communauté présentement, pendant cette crise-là, la période de COVID, ceux qui voulaient partir en affaires, ceux qui sont en affaires mais que c'est difficile, ceux qui sont quasiment proches de la faillite à cause du COVID, qu'est-ce que vous pouvez les conseiller présentement? Dorothy. Oui, il y a tellement de choses à dire. Je pense que en anglais, il y a un mot qui dit mindfulness. Je pense que cette période-ci, cette période-ci nous a été imposée. Oui. Je pense qu'il faut prendre le temps de ralentir puis d'essayer d'évaluer où est-ce qu'on est, puis de vivre nos émotions. Parce que beaucoup de gens sont soit en détresse, soit qui sont stressés, soit qui sont épuisés. Je veux dire, les gens aussi qui ont des enfants ou qui sont qui sont tout seuls. Je veux dire, il y a des personnes qui vivent seules, donc c'est difficile pour eux, pour elles, pour ces personnes-là, pour elles. Donc, moi, ce que je dirais, c'est dans un premier temps, je pense que c'est important de juste s'asseoir, se déposer, puis de faire une introspection, de vivre pleinement ses émotions. Puis si une fois que tu fais ça, tu dis « je veux partir en affaires », tu pars en affaires. Tu commences les premières étapes. Mais pars pas en affaires parce que tout le monde dit pendant le confinement, il faut partir en affaires. Non. Parce que là, malgré le fait que il va y avoir un pré puis un post-COVID, moi, j'ai peur que le post-COVID ressemble beaucoup au pré parce que les gens sont rentrés dans un mode de performance qui sera dicté par la peur de perdre, par la peur de manquer le bateau, par la culpabilité de se dire « Oh mon Dieu, ça fait 2-3 mois que je suis à la maison puis je fais rien. » Donc, ça, c'est la première chose que je dirais. Ensuite, je pense que je dirais comme conseil, entourez-vous de gens qui vous aiment et qui vont vous accepter dans toute votre vulnérabilité. Moi, j'ai des amis extraordinaires, puis je suis pas gênée de leur dire « je suis épuisée, je suis fatiguée » ou « ma motivation n'est pas à son top ». Et puis là, aujourd'hui, j'ai une très bonne journée, tu sais quoi, j'ai travaillé, ça a bien été, etc. Je pense que d'être entouré de gens qui vous acceptent dans toute votre vulnérabilité, c'est hyper important. Puis la dernière chose, je pense qu'il faut faire confiance en l'avenir.
Puis si c'est difficile, aller chercher les ressources qui sont importantes, que ce soit au niveau ressources financières, ressources en santé mentale, etc. Parce que la période que l'on vit, elle n'est pas banale. Mais c'est une période que l'on va survivre parce que on ne veut pas comparer des tragédies, mais on s'entend que ce n'est pas des bombes qui nous tombent dessus. C'est pas la famine. On est encore dans une société privilégiée où, par contre, il y a des inéquités. Ça, il ne faut pas l'oublier. Puis je dirais peut-être que c'est un moment pour redonner aussi. Fait que si on se sent capable, mais de redonner à des causes ou de se découvrir des causes pour que dans le post-COVID, on dit, tu sais quoi, moi, puis mes privilèges, puis les acquis que j'ai, qui d'autre que je peux aider à élever? Fait que pensons à être en mode de s'élever les uns les autres, les unes les autres. Puis je pense qu'après, tout va être à géométrie variable en fonction de nos réalités financières, personnelles, etc. Mais j'ai foi en l'humanité. Puis je me dis, tu sais quoi, on n'est pas là pour tomber. On est là pour continuer, malgré le fait que ce soit difficile pour plusieurs. Merci pour ces belles paroles. Oui, vraiment, très, très belle parole. Merci, Dorothy. C'est tellement bien résumé. Moi, je dirais, si je peux me permettre de rajouter, en fait, la seule chose que je dirais, puis c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure, se donner la chance d'être, en fait, se donner le droit d'être vulnérable, d'accepter que la situation dans laquelle on est difficile pour tout le monde à différents niveaux. Mais c'est correct aussi de juste prendre le temps d'arrêter. C'est correct. Moi, une chose que j'ai vue souvent, c'est les gens, ils doivent, faut prendre ce temps-là pour se réinventer. Je suis capable d'entendre ce terme-là. Hein. Moi-même, je disais ce terme-là semaine 1. Aujourd'hui, je suis plus capable. C'est correct de dire, c'est quoi, ça me tente pas de me réinventer, ça me tente juste de ne rien faire. Il n'y a rien de mal avec le fait de rien faire. Et puis après, de recommencer. Parce que cette pause obligatoire qu'on est en train de vivre, plusieurs en avaient besoin, sans même s'en rendre compte. Et c'est correct de juste prendre le temps de rien faire. C'est correct. Parce que c'est quand la prochaine fois que ça va arriver, on ne sait pas, le fait d'arrêter, right? Ouais. Et donc, moi, je pense que la vulnérabilité, en fait, pour moi, personnellement, ça a toujours été ma force de me donner le droit d'être vulnérable, de montrer ma vulnérabilité aussi. Ça a toujours été ma force à moi, personnellement. Puis, je pense que le fait d'être honnête avec soi-même par rapport à nos propres sentiments, comment on les vit, c'est ce qui fait qu'on est capable de, soit par la suite, on va être capable de se lancer en affaires, se relancer en affaires ou juste se lancer dans une nouvelle opportunité de vie, de carrière ou peu importe. Mais on va en sortir plus fort, mais c'est correct d'être vulnérable présentement. Ouais. Exactement. Si vous me permettez, là, si vous me permettez, j'aimerais juste rajouter, tu sais, dans tout cela, c'est à la fin de la journée, c'est de prendre soin de soi. Parce que la COVID nous a montré que dès que ce virus-là te frappe, il y a des gens pour qui c'était correct dans la mesure où ils n'avaient pas vraiment de symptômes, ils étaient asymptomatiques, mais il y en a d'autres, il y en a qui en sont décédés. Je veux dire, il y a des gens, malheureusement, qui font partie de la statistique. Et ces statistiques-là ne sont pas des statistiques parce qu'il y a des gens qui pleurent, ces personnes décédées. Fait que moi, ma plus grande leçon de la dernière décennie, depuis que j'ai commencé cette vie rock'n'roll, quand je me suis trouvée là, à l'âge de 29 ans, donc depuis presque 11 ans, c'est à quel point qu'on a tendance à ne pas prendre soin de soi. On dit qu'on prend soin de soi, mais dans les faits puis dans les gestes, c'est pas vrai. On dort tard, on se surexpose à du négatif sur les médias sociaux, on jette tout notre stress sur notre enfant parce qu'on est brûlé, on est vidé. Puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, le fait que la pandémie, savez-vous le nombre de gens à qui j'ai parlé qui ont dit cette pandémie-là était pour moi? Parce que sinon, comme les gens étaient tellement épuisés que le fait que toute la société est arrêtée, cette culpabilité-là de ne rien faire ne les a pas envahis. C'est grave. C'est grave. Fait que c'est de se dire, quel est le choix que l'on fait pour nos vies si on veut se rendre... Moi, ma grand-mère va avoir 100 ans dans quelques jours. Je me dis, est-ce que nous, on va avoir cette possibilité-là de se rendre à 100 ans avec le train de vie qu'on a? C'est une question à se poser, puis ça commence dès la jeunesse. Parce qu'on sait qu'on accumule tout ça dans notre corps, tu sais. On n'est pas des voitures. C'est ça. Puis, tu sais, mesdames, avant de terminer, je voulais juste entendre votre opinion sur la situation. Et on sait qu'il y en a eu d'autres aussi. Mais George Floyd, comme vous savez,
ce monsieur, cet homme qui a été tué, moi je dis tué, par un policier. Hein, c'est carrément un meurtre. Puis là, présentement, on voit, il y a plusieurs émeutes. Ils ont brûlé les postes de police, ont brûlé entre autres le poste de police où servait le policier qui a fait sa faute. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi au monde de là-bas? Parce que vous ne veut pas, même si qu'on habite ici, grâce à ça, on a comme une autre sorte, comme je dis, ici, c'est plus verbal. Aux États-Unis, c'est plus physique. Mais on a quand même de la famille là-bas. En tout cas, pour moi, j'en ai. Puis la majorité des Haïtiens, on en a beaucoup aux États-Unis. Ça peut être notre cousin, notre oncle, notre frère même. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les petits mots que vous pouvez dire à propos de ça? Ben, en fait, moi, pour ma part, c'est sûr que ça vient me toucher directement parce que je me suis trouvée un peu dans l'obligation d'avoir une conversation avec mon fils qui a 9 ans par rapport à la réalité qu'il va vivre. Hein. Ça va être un jeune homme. Et donc, ça a été une semaine difficile parce que, justement, je devais composer avec le fait que je ne savais pas comment aborder cette conversation-là avec mon fils de 9 ans, mais je savais que je devais le faire. Et donc, même si la réalité, comme tu l'as dit, c'est un pays différent avec une histoire différente de la nôtre, ça ne veut pas dire que pour autant qu'on ne vit pas il n'y a pas certaines ressemblances, mais peut-être à petite échelle, mais on le vit aussi ici. Peut-être que c'est juste moins médiatisé aussi, hein, où les rassemblements sont moins importants, donc ça fait en sorte que c'est moins médiatisé, mais ça ne veut pas dire pour autant que les jeunes noirs n'ont pas, ou bien les noirs en général, ne subissent pas ce que George Floyd a subi. C'est sûr que la seule différence, c'est qu'on n'en meurt pas. C'est ça la différence. Exact. C'est ça qui est majeur comme différence, mais sauf que ce qu'on vit est quand même réel. Puis moi, je pense que c'est une chose de parler de cette situation-là. Je veux aussi parler de la situation où la femme Amy Cooper a appelé la police. En fait, vous connaissez la situation par rapport au fait que l'homme l'avait filmé, puis bon, elle est avec son chien. Sans nécessairement revenir là-dessus, pour moi, ce qui était important dans cette histoire, c'est le fait que ça soit une Canadienne. Puis je pense que c'est là aussi que ça a résonné plus parce que c'est facile de dire « Ah, c'est aux États-Unis, ça se passe très loin de nous. » Mais là, on avait un exemple flagrant où cette femme a fait en sorte qu'elle savait très bien qu'elle pouvait utiliser sa voix, ses larmes de crocodile comme munition pour attaquer cet homme. Elle le savait très bien et c'est extrêmement épeurant. Et de savoir que c'est une Canadienne, je pense que ça, c'est une conversation qu'on se doit d'avoir. Quand on dit que c'est insidieux, c'est peut-être pas aussi flagrant qu'un policier qui met son genou sur le cou d'un homme noir. Mais pour moi, ça c'est un exemple. Elle est complice. Ben, exactement. Et pour moi, ça, c'est peut-être venu me toucher encore plus. Heureusement, l'homme n'en est pas mort. C'est pas que c'est venu me toucher encore plus, juste différemment, juste parce que c'est une Canadienne. Et je pense qu'on peut reprendre cette histoire-là pour dire, regardez, c'est une situation qu'on vit ici aussi. Là. Cette femme-là aurait pu être dans le parc à côté de chez nous, au parc Jarry, puis faire la même affaire. Tout à fait. Exact. Mais il y en a beaucoup, c'est ça qu'ils pensent dans les réseaux sociaux. Ils disent, oh, ben là, tu sais, ça se passe aux États-Unis, c'est pas la même chose parce que suite à ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est comme, il y a tellement eu d'affiches, le monde on sympathisé, empathisé avec la famille, etc. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme, mais pourquoi pourquoi ça vous touche autant, c'est aux États-Unis? Mais tu sais, c'est pas grave. Pour moi, c'est comme c'est mon frère qui est aux États-Unis. La même façon que la Karen, là, parce que je pense que c'est Karen. Oui, on l'appelle Karen. Non, son prénom, c'est Amy Cooper, mais she's a Karen. She's a Karen. Oui, c'est ça, she's a Karen. Et je disais, she's a Karen. Puis elle a fait cette action-là. Et c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'on veut que ça arrête.
que, tu sais, il y a une façon soit d'être fait, puis là, on essaie de le faire avec le dialogue, puis là, ça devient compliqué, puis là, maintenant qu'il commence à avoir du feu, et là, le monde sont comme, ben là, ça doit pas aller jusqu'à ce point-là, mais jusqu'à où est-ce qu'on doit se rendre pour se faire entendre? Tu sais, c'est un peu ça la question, mais bon, Dorothée, je vais te laisser... oui, ben, je pense que Pascal dit beaucoup de choses, mais je pense qu'un point à préciser, c'est que les gens meurent ici aussi, au Canada. Oui. Je pense que c'est plus une question que c'est moins médiatisé. Puis, on en parlait, tu sais, avant l'émission, là. Oui. Il y a une question de masse critique, c'est-à-dire qu'il y a un historique d'esclavage et de plantation, c'est ça, aux États-Unis. On a le même historique ici au Canada, mais aux États-Unis, c'est reconnu, c'est documenté. On en parle live à la télévision. Je veux dire, les Afro-Américains, ils en parlent. Tandis qu'ici au Québec et au Canada, on parle jamais du fait que les loyalistes, quand ils sont arrivés puis qu'ils ont contribué justement à renverser les Anglais et tout, que l'esclavage était bel et bien présent, qu'on a des Noirs en Nouvelle-Écosse qui sont 6e, 7e génération. Donc, le contexte socio-historique est tellement différent, puis la masse critique aussi, nous, on est issus de l'immigration, donc parce que ça fait moins longtemps qu'on est au Québec et au Canada, à part les personnes, comme je dis, qui sont les descendants d'esclaves, mais l'immigration des minorités, ce qu'on appelle minorités visibles, c'est les Antilles, donc il y a eu beaucoup de vagues depuis les années 30, 40, 50, puis les récentes, puis jusqu'à maintenant, toute l'histoire des migrants et des migrants. Donc, ça, ce serait toute une émission à part. Donc, c'est ce qui fait, je pense, qu'il n'y a pas ce même narratif et cette même visibilité-là des enjeux qui ont trait par rapport à la force policière, etc. Puis je pense aussi que moi, ce qui me fatigue, puis peut-être le conseil, c'est pas un conseil, mais ce qui me fatigue, c'est la notion du narratif autour de l'existence d'une personne. Ce que je veux dire par là, c'est que quand une personne est tuée par un policier ou une policière, je suis sûre que tout le monde est en train de se dire « Oh mon Dieu, j'espère que c'était pas un voleur, j'espère que c'était pas un criminel. » Puis je me dis, même si c'était un criminel, il y a le droit à la présomption d'innocence. Et là, maintenant, on est obligé de ramener des articles pour dire « Ah, ben tu sais quoi, George Floyd, il était un chrétien, il était gentil, puis c'est pour ça. » Comme pour justifier le fait que s'il est mort, ben c'est un gars gentil. And it doesn't have to be. C'est pas supposé. Gentil ou méchant, c'est pas supposé. C'est pas supposé. Et surtout quand on regarde comment que ce policier-là, dont je tairai le nom parce que je refuse de faire vivre son nom, qu'il a utilisé une manière d'immobiliser une personne qui n'est pas reconnue en formation, qui n'a pas été enseignée. Donc, moi, ça me bouleverse. Puis moi, j'ai pas de garçon. Tu sais, j'ai une petite fille, mais oui, j'ai des frères, j'ai un conjoint, j'ai des cousins, etc. Puis, tu sais, je finirais là-dessus. Ce que tu as dit, Jordana, c'est la douleur humaine. C'est-à-dire, quand on voit nos Noirs, nos amis, nos consorts, nos confrères souffrir en Afrique, souffrir en France, souffrir aux États-Unis, c'est parce que we know better. On sait d'où on vient. Notre histoire, elle est commune. Fait que c'est comme le tremblement de terre. Moi, je pense que j'ai eu un PTSD, tu sais, un choc post-traumatique après le... J'ai arrêté d'aller, j'ai fait un diplôme de 2e cycle, j'ai plus été capable de retourner à l'école, de voir mes frères et sœurs mourir lors du tremblement de terre à la télévision live de Radio-Canada. J'en ai braillé pendant des jours et j'ai perdu personne. C'est cette douleur humaine-là que je pense qu'ils viennent nous chercher, puis il y a un mélange de frustration, de douleur, d'incompréhension, puis t'es comme, demain, on doit continuer de vivre, puis ça continue de se passer, tu sais. Je sais pas, c'est pas simple. Plus que jamais, l'union fait la force. On n'a pas le choix, il faut le pratiquer. Ouais. Mesdames, comme on dit en créole, mais en pile, chai palou. Palou. Yes! On pourrait chanter la chanson. L'union fait la force. Merci beaucoup, mesdames. Ce fut un plaisir. J'espère que si je vous rappelle, vous allez avoir un peu de temps pour moi, me consacrer dans votre temps occupé. Ça fait mais vraiment un plaisir de vous avoir. Vous êtes inspirante. Puis, on a parlé avant, ça veut dire off camera, puis on va se parler même après. Puis, sérieusement, je suis plus que contente que vous ayez participé à l'émission. Ça fait très chaud au cœur que vous participez.
Merci beaucoup à vous d'invitation. Puis merci à tous vos auditeurs et vos auditrices là, de nous écouter, de vous écouter et de vous soutenir. Puis on va partager ça pour que la Tablée des femmes continue d'avancer. Yes! Vraiment. Félicitations, mesdames. Franchement. Girl! Bonne soirée! Bonne soirée.